Bonsoir Robin Reda, vous êtes député Les Républicains de l'Essonne, un des jeunes députés parmi les 430 nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Emmanuel Le Chypre, merci de nous accompagner comme éditorialiste économique. Avec plaisir. Bonsoir Hervé Berville, vous êtes porte-parole de La République En Marche et député La République En Marche des Côtes-d'Armor. David Revaud-Dallon, éditorialiste au Journal du Dimanche. Bonsoir. Alors la question, elle est très simple. Est-ce qu'on va vraiment faire cette chasse aux économies pour obtenir enfin cet équilibre des 3%? Est-ce qu'on va au contraire augmenter les impôts du coup, malgré toutes les promesses du candidat Macron? On a eu un discours de politique générale d'Édouard Philippe qui a semé un peu l'inquiétude. Et ce soir, Gérald Darmanin, qui faisait les états généraux de la dépense publique, a annoncé un certain nombre de mesures d'économie. 120 millions de crédits annulés dans le ministère à Bercy, baisse du volume des contrats aidés pour obtenir le dépassement pour contenir le dépassement du budget initial, le jour de carence qui pourrait être réinstauré dans la fonction publique, et puis réforme de la politique publique de logement, de la politique publique de l'emploi, de la formation professionnelle, etc. Donc ma question est très simple. Peut-être vous, Hervé Berville, est-ce que vous pouvez dire aux Français aujourd'hui, alors même qu'Édouard Philippe a annoncé que la CSG allait augmenter comme prévu, mais par contre que la taxe d'habitation qui devait baisser, ce sera beaucoup plus tard. Est-ce que vous pouvez leur dire sereinement, non, on ne va pas augmenter les impôts et on va faire des économies plutôt? Alors nous, notre objectif, c'est d'avoir de la lisibilité, de la prévisibilité. Et ce qu'on est en train de mettre en œuvre là, ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, ce sont des mesures d'urgence parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu ces 8 milliards qu'il fallait combler. Et donc du coup, on a décidé d'annuler des crédits qui étaient en cours de gestion d'annulation. Ensuite, ça c'est la première phase, c'est la phase d'urgence. Ensuite, il y a une seconde phase dans la loi de programmation des finances publiques. On a en effet décidé, et c'est l'objectif, de diminuer les prélèvements obligatoires de 1%. Et ce qu'on avait prévu, engagé et annoncé aux Français, c'est 60 milliards d'économies sur la dépense publique. Donc c'est un échelonnement, un jalonnement, un séquençage qui est normal puisqu'on ne peut pas faire tout en 2017. Mais les mesures qu'on a lancées, l'augmentation de la CSG de 1,7, pourquoi? Ça c'est sûr, quand vous l'avez annoncé, ça je suis sûr. Pour redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs, pour faire en sorte qu'en France, vous étiez avancé sur le calendrier quand même. Non, sur le calendrier, on avait bien dit que ce serait échelonné, étalé. Donc là, on garde les choses. Là où on change en fait dans la méthode, c'est que pour une fois, on va faire une loi de programmation des finances publiques sur 5 ans. Et en fait, ce qu'on a fait là au cours de cette semaine, et ce que Darmanin est en train de faire exactement, c'est d'étaler tout ça sur 5 ans pour qu'il y ait une cohérence, pour que, in fine, on respecte nos engagements de 3%. Dès 2017 et qu'on le garde jusqu'en 2022. On l'écoute Gérald Darmanin justement pour définir la philosophie de ce qu'il a décidé aujourd'hui. L'argent public n'est pas l'argent de personne, c'est l'argent de chacun des Français. Sa mauvaise gestion produit le même cercle vicieux, dramatique, que celui du surendettement du citoyen. Elle fragilise, puis elle dépossède. Ce ne sera pas facile. Les habitudes ont été prises et les habitudes sont à la fois mauvaises conseillères et difficiles à chasser. Face à l'ampleur de la tâche, c'est à la France tout entière, et permettez-moi de le dire à tous les Français, de jouer leur rôle de citoyen et de prise de conscience. Robin Reda, vous qui êtes du parti Les Républicains, est-ce que la méthode effectivement est nouvelle? Elle est un peu nouvelle, c'est-à-dire on fait l'audit, la Cour des comptes dit ça va pas du tout, et du coup le président qui nous annonçait peut-être moins d'impôts, ou en tout cas un équilibre entre les impôts et les taxes, et entre les impôts et justement les dépenses, eh bien là il dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse des économies. Et est-ce que ça vous inquiète? On est dans une dramaturgie organisée. On va clairement vers des hausses d'impôts pour les ménages. Et moi, je regrette que mon ami Gérald Darmanin n'ait pas le courage, dans son apport au gouvernement, qui est positif, de dénoncer ceux qui aujourd'hui disent qu'il va falloir se serrer la ceinture, alors qu'ils sont eux-mêmes ceux qui ont orchestré l'insincérité budgétaire qu'aujourd'hui on doit affronter. On est finalement aujourd'hui dans une situation où on va être au-delà du déficit programmé. C'est une situation qui était connue de plusieurs ministres qui actuellement sont au gouvernement, de plusieurs parlementaires dont certains ont été réélus et grimés sous l'appellation de La République En Marche, et qui savaient très bien que la France allait avoir à affronter une nouvelle vague d'économie. La hausse d'impôts, elle est par ailleurs pas nouvelle, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est passé inaperçu parce qu'on a parlé de plein d'autres choses pendant la campagne législative et la campagne présidentielle. Mais la hausse d'impôts, elle était programmée par Emmanuel Macron. Voilà, donc sur ça, on est cohérent. Au contraire, je pense que nous devons aller vers des économies de structure de l'État français. Et malheureusement, aujourd'hui,
on est dans la vieille politique du coup de rabot, c'est-à-dire on annule des crédits, on annule des pourcentages partout où on peut en trouver, sans faire ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire sans remettre au Parlement, avec un collectif budgétaire, une loi de finances rectificative qui est par ailleurs conseillée par le Conseil constitutionnel et par la Cour des comptes, parce qu'on a des éléments d'insincérité sur le budget 2017 qu'il nous faut rectifier avec un vrai débat parlementaire. Manuel Le Chypre, alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que c'est la première fois qu'on se rend compte que en même temps, ça ne marche plus. C'est-à-dire que pour la première fois, on nous annonce qu'on ne peut pas, contrairement à ce qu'on nous avait dit, en même temps, baisser les impôts et réduire les déficits. Et là où je trouve que Emmanuel Macron prend un risque extrêmement important, alors, il ne prend pas de risque en tant que gestionnaire, parce qu'effectivement, on peut dire que les 3%, c'est un critère important. Et honnêtement, pour 2017, c'est vraiment pas compliqué de les trouver. Hein, les 4 milliards qui manquent, vous avez... 4 à 5 et 8 milliards pour 2018. Absolument. Hein. Vous avez déjà 13 milliards de réserves qui avaient été mis de côté par Michel Sapin et Christian Eckert. Vous avez une croissance qui sera sans doute un peu plus forte que prévu. Et encore des taux d'intérêt. 1,6%. Oui, mais si vous voulez, on s'acharne sur 2017 alors qu'on ne connaît même pas la croissance du deuxième trimestre, vous voyez. Donc c'est quand même assez surréaliste. Et donc là où il prend un risque absolument considérable, c'est que c'est le risque psychologique, parce qu'il ne faut pas nier que le succès d'Emmanuel Macron, c'est la magie Macron, c'est la confiance Macron. C'est-à-dire, en gros, la confiance, c'est quoi? C'est vous avez l'impression que tout a changé alors que rien n'a changé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le message qui avait été envoyé aux investisseurs étrangers sur l'attractivité de la France, regardez, revenez, ça va bouger. Le message qui avait été envoyé aux chefs d'entreprise en leur disant c'est le moment d'investir, etc. Vous leur dites ah ben non, finalement. Encore une fois, en France, on fait des promesses qu'on ne tient pas, parce que le CICE transformé en baisse de charge, c'est retardé, parce que la réforme de la fiscalité du capital, c'est retardé, etc. La réforme de l'ISF aussi. Et donc, effectivement, ça peut se justifier pour des raisons de gestionnaire, d'experts comptables, mais l'impact psychologique que ces reports de réforme fiscale vont avoir, je crains qu'Emmanuel Macron les sous-estime. Avant qu'Hervé Berville ne réponde, David Revaud-Dallon, quelles sont les coulisses un peu de ces décisions? Comment ça s'est pris? Parce qu'effectivement, la conscience du risque politique, elle est là quand même. Bien sûr, et le mot de dramaturgie est assez bien choisi, et chaque gouvernement, en arrivant, a sa propre dramaturgie. Juste un très rapide retour en arrière. 2012, nous avions une situation qui était un petit peu similaire, un audit de la Cour des comptes assez sévère, même s'il était moins que celui d'aujourd'hui. Et François Hollande avait pris le parti de ne pas du tout forcer le trait, de ne pas... Il avait empêché son Premier ministre de promettre du sang et des larmes dans son discours de politique générale. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quelques mois plus tard, comme il avait promis un retour à l'équilibre à 0% à la fin du quinquennat, eh bien, il y avait eu ce fameux choc fiscal. Et c'était en quelques mois une véritable rupture entre les citoyens et le gouvernement, notamment sur cette question sur laquelle les socialistes avaient ensuite s'étaient aperçus qu'ils avaient fait une grosse erreur. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Premier ministre, le gouvernement ont pris le parti de jouer justement du sang et des larmes, mais que la situation elle est plus grave que prévu, et que donc en l'absence de projet de loi rectificative, de loi de finances rectificative dès l'été, parce que Emmanuel Macron dès la campagne avait annoncé qu'il n'en ferait pas, ne voulant pas ni ponctionner ni faire de collectif budgétaire, on va quand même se retrouver et le collectif on va quand même avoir un problème technique qui va devenir un problème politique dans les prochains mois, et Emmanuel Macron il est bien placé puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque pour savoir que le choc fiscal il peut faire de gros dégâts politiques. Alors, je pense que sur ce sujet-là, il ne faut pas tomber dans les caricatures, il faut regarder ce qu'on est en train de faire. Le séquençage, et c'est très important, et la méthode. Ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice de vérité. Pour cette année, pour respecter les 3% de déficit public, il faut, comme l'a dit très bien le monsieur, il faut respecter les 4 milliards. Ça, on va les trouver. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est un exercice sur les 5 ans, pour séquencer, pour faire en sorte qu'on ait les 60 milliards de réduction de la dépense publique comme on a prévu, et on va s'engager, on va continuer. Il y a une feuille de route qui va être donnée, qui est en train d'être travaillée à Bercy avec tous les ministères, pour voir ministère par ministère, justement pour pas tomber dans la politique du rabot, mais pour que ce soit vraiment des réductions de dépenses de manière structurelle. Mais à côté, et c'est ça où en fait on ne l'a pas fait pendant les 20 ou 30 dernières années, 50 milliards d'investissements sur le climat, 15 milliards sur la transition écologique et énergétique, 15 milliards sur la formation professionnelle, qui va permettre justement après de faire des économies. On va aussi faire des économies sur le logement, et surtout, et ça c'est quelque chose qu'on ne le note pas, c'est 5 milliards, qu'on prévoit 5 milliards, c'est conséquent, sur la modernisation des services publics qui va permettre de les faire plus efficaces, et surtout de faire des réductions pérennes. Donc sur le séquençage, le jalonnement et
on va dire, la perspective, elle est là, elle est cohérente. Il y a une économie qu'on n'évoque pas, et moi je trouve ça étonnant, et j'espère que le gouvernement ne va pas le sortir en dernier coup de chapeau, c'est la purge infligée aux collectivités territoriales. Moi, j'ai été maire pendant 3 ans. On a subi les coups de rabot du gouvernement pour respecter les fameux 3%. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que l'insincérité de l'État, elle soit payée par les communes qui, elles, sont sincères dans leur budget parce que, comme un ménage, elles ne peuvent pas dépenser plus que ce qu'elles reçoivent et qui ont aujourd'hui les facultés d'apporter le vrai service public de proximité aux Français, souvent là où il n'y a plus de service public. Je pense aux maisons de santé, je pense aux polices municipales, des gains de etc. productivité qui sont quand même Modulo une réforme de la fonction publique, notamment de l'introduction du jour de carence, dont je pense que c'est une réforme qui va dans le bon sens. Vous pensez que c'est bien, et je saluerai son retour. Mais sur les collectivités territoriales, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on va faire à la mi-juillet? Et on l'avait annoncé, c'est pas quelque chose qu'on a caché. On va faire une conférence des territoires pour aussi expliquer et je suis tout à fait d'accord, à ces collectivités-là, à ces élus qui font vivre nos territoires, qu'on va avoir une nouvelle méthode aussi. C'est-à-dire qu'on met sur la table 10 milliards qui vont être pour les collectivités en investissement, mais on va reprendre 10 milliards pour pénaliser celles qui sont simplement des augmentations de dépenses de fonctionnement qui ne sont pas utiles, mais on va récompenser celles qui font des dépenses d'investissement qui permettent d'améliorer le service public, la santé, le transport, le logement. Donc c'est cette méthode-là et c'est la manière dont on aborde les questions budgétaires qu'il faut absolument revoir. La cohérence du message, elle est compliquée parce qu'on voit déjà que M. Darmanin annonce par rapport à la hausse de la CSG qu'il y aura des compensations pour ceux qui en sont victimes, etc. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous dites que vous ne ferez plus de taxes, on nous parle tout de suite de quoi? D'une taxe pour les poids lourds. Voilà, donc on va y venir, justement. On va y venir. l'impression que les vieilles habitudes... Ce qui est symptomatique, c'est la reculade sur la taxe d'habitation. On découvre que ce sera en fin de mandat, probablement jamais, que ce ne sera pas compensé, a priori, pour les collectivités territoriales. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas simplifier sur cette question-là. Absorber une nouvelle purge. Voilà. Moi, quand on a fait la campagne électorale, tous les deux, on est des jeunes élus, donc il ne faut pas qu'on retombe non plus dans les travers. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Non, mais on a le droit d'être un peu en opposition. Là. On a l'impression que depuis 2 semaines, on n'a plus le droit de porter la contradiction. Mais c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Dans l'opposition, il y a des mesures qui sont très bonnes et c'est pas du tout. Je vais les voter pour certaines. Mal compris mon message. Je vous disais simplement, il ne faut pas non plus simplifier. Je n'ai pas parlé d'opposition. Je disais simplement que les maires, le message qu'ils nous ont, mais oui, mais quand on simplifie, on n'aide pas à ce que le citoyen, les téléspectateurs comprennent. Donc moi, je veux mettre un peu de complexité là-dedans, de dire que ce que les maires... C'est comme le président, là, ça me rappelle quelque chose, là. Mais non, mais parce que la réalité... soit très complexe, parce que du coup, on ne peut pas la comprendre. Non, la réalité, elle est complexe. Et c'est vrai que la remontée des maires, des élus, nous ont dit, on veut être concertés, on veut être impliqués dans cette réforme aussi du financement des collectivités territoriales. Et c'est pour ça qu'on donne l'occasion, à travers cette conférence des territoires, et qu'on va échelonner et séquencer pour faire en sorte que leurs revendications soient écoutées. Et tous les maires me le disent, son principe de investissement, mais par contre on pénalise celles qui font simplement des dépenses de fonctionnement, ils sont tout à fait d'accord et ils y sont prêts. On va voir comment ça va se passer. David Revaud-Dallon, on a vu les sondages aujourd'hui. +5 pour le président, +8 pour Édouard Philippe. Donc finalement, on a des doutes, on les exprime et c'est normal. Non, on fait notre travail. Mais les Français, ils ont l'air d'être convaincus à cette Pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, du moins dans l'opinion. Il faut rester extrêmement prudent. Et ça fonctionne plutôt pas mal, surtout pour le Premier ministre. Et peut-être faut-il y voir l'effet de ce jeu, de ce pas de deux entre le congrès de lundi et le discours du Premier ministre, entre un président qui est resté très philosophique, ça c'est la version positive, et beaucoup trop générale, c'est la version négative, et le Premier ministre qui est resté dans le concret. Macron le congrès, Philippe le concret. Mais trêve de plaisanterie, je crois qu'il y a quand même... l'opinion, effectivement, fonctionne, mais là, cette semaine, on a mis le doigt, on est en train de mettre le doigt sur les contradictions de ce nouveau pouvoir, c'est-à-dire qu'on nous avait quand même présenté en argument de vente politique numéro 1 une grande rénovation, voire une révolution des pratiques, et effectivement, ces questions fiscales, alors il y a eu la question de la taxe des poids lourds, et là il y a la question de la taxe d'habitation, la question de la CSG, etc. Mais avant même ça, il y avait eu un premier report, dans les premiers jours du quinquennat qu'il faut rappeler, c'est celui du prélèvement à la source, qui est quand même engagé, qui est quand même quasiment prêt. Gérald Darmanin l'avait annoncé sur notre plateau. Et le Premier ministre a quand même expliqué, laissez-moi juste rapidement terminer, c'est quand même un problème, c'est quelque chose qui était prêt, qui était dans les cartons, et une fois de plus, on a repoussé, comme depuis 20 ans, cette mesure en expliquant que ça allait créer des difficultés aux entreprises. Donc ce pouvoir, pardonnez-moi juste en un mot, on constate que lui aussi, il peut temporiser, voire reculer. Il fait du hollandisme, vous voulez dire qu'Emmanuel Macron ferait du hollandisme? Là aussi, il faut être, précis
sur le prélèvement à la source, moi j'ai fait la campagne électorale, j'ai porté le programme économique, on n'a jamais dit qu'on allait le faire en 2017. On a toujours dit qu'on allait l'évaluer, qu'on allait travailler avec Bercy. Il me semble qu'il avait quand même été évoqué. Il y avait une ambiguïté. Ça n'était pas fixé. En tout cas, on pouvait laisser croire qu'il rentrait en mais moi, vigueur. je voudrais qu'on soit sur l'avenir et pas sur le passé, parce qu'aujourd'hui, c'est Nicolas Hulot qui a annoncé un certain nombre de mesures. Et là, c'est pareil. On se dit, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent puisqu'on doit faire des économies? Il y a en revanche un plan climat très ambitieux. Juste, on va l'écouter. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. C'est un objectif évidemment qui est lourd, mais si nous n'avions pas une conscience aiguë, Elisabeth et moi, que les solutions sont là, que nos propres constructeurs ont dans leur carton de quoi alimenter et incarner cette promesse, qui est aussi, comme l'ensemble de l'agenda climatique, un agenda de santé publique. Voilà, on va donc promesse de la fin de la vente des voitures diesel et essence, mais aussi à l'horizon 2040, et associé d'ici là à une prime à l'achat des véhicules les plus propres. Bah, ça va coûter cher, non ? Alors, ça va coûter de l'argent. Simplement, là, et pour le coup, le plan de Nicolas Hulot aborde le vrai sujet qui est comment on finance pour les populations qui subissent un peu la double peine, c'est-à-dire les futures taxes environnementales et aussi le surcoût d'une voiture qui pollue, d'un logement mal isolé. Pour ces gens-là, il faut les aider à passer à une voiture propre et aussi à des chaudières propres, par exemple. Et ça, c'est pas du tout le même principe que la prime à la casse traditionnelle qui n'est faite souvent que pour aider les constructeurs automobiles. Ça, c'est bien. Par contre, aucune vision de la technologie de demain. Enfin, en 2040, il y aura peut-être même plus que des voitures autonomes. On ne sait pas combien ça consommera. C'est assez incroyable. Donc, il y a du bon. Et puis, je trouve qu'il y a quand même ce défaut des écologistes d'être incapables d'anticiper les évolutions technologiques. Non, et tout ça n'est pas financé globalement. C'est ça que je voulais dire aussi. Alors, sur le premier point, il ne donne pas le moyen. Quelle sera l'alternative ? Il dit simplement... L'objectif, c'est de sortir du diesel et de l'essence. Et donc, il ne remet pas du tout en cause l'innovation technologique. Mais à aucun et simplement moment, sur le financement. Non, sur le financement simplement. Là aussi, on l'avait annoncé, on l'avait programmé 15 milliards sur la transition écologique et énergétique. Mais je crois qu'on devait sur le plan d'investissement. Non mais ça, les investissements. Là où maintenant il va falloir clarifier... les 15 milliards, les 50 milliards d'investissements, c'est pour faire des réductions et surtout pour porter un nouveau modèle de croissance. C'est ça l'ambition et l'objectif. Là où il va falloir clarifier les positions. Moi, je me méfie comme ça des déclarations, même si je trouve bénéfique qu'on se donne des objectifs. Et ça, c'est plutôt positif. Mais où sera le mix énergétique dans la voiture propre de demain ? À ma connaissance aujourd'hui, elle est essentiellement électrique. Monsieur Hulot annonce à la fois la fin du charbon et des centrales à charbon, en même temps la fermeture de Fessenheim, mais probablement la réduction du parc nucléaire et probablement la réduction du parc nucléaire. D'où viendra l'électricité de demain ? Donc, je pense que toutes ces déclarations doivent être assorties d'un peu plus de précision sur effectivement la manière dont on va développer, investir dans les technologies de demain et que l'on fasse un choix parce qu'on ne pourra pas avoir en même temps le nucléaire, le charbon et les énergies renouvelables. Moi, je m'interroge s'il y a une conscience quand même de combien ça coûte tout ça dans l'équipe d'Emmanuel Macron. Prenez l'exemple d'aujourd'hui, Bruno Le Maire qui dit on va vendre 10 milliards de participation de l'État pour faire un fonds d'investissement, pour faire une grande innovation de rupture numérique. L'intelligence artificielle. 10 milliards, juste un chiffre. Samsung investit chaque année 14 milliards d'euros dans la recherche et développement. Google, c'est 10 milliards. Et nous, on fait à nous tout seuls, petits Français, un petit fonds de 10 milliards. Moi, j'ai peur que là, pour le coup, on soit totalement... Les 10 milliards, c'est que le public... Vous savez bien qu'il y a un principe d'effet de levier, c'est-à-dire que l'État... Mais par exemple, et c'est ça où il faut changer aussi la philosophie, c'est pas de dire qu'on va pas refaire un plan quinquennal où l'État décide, on va investir 5 ou 10 milliards. C'est-à-dire que l'État va mettre 10 milliards et le privé va investir sur une jeune pousse et ensuite... c'est son rôle. C'est le rôle aussi de l'État, un État stratège, et on l'assume, et moi je l'assume complètement, d'avoir un État stratège qui dit voilà le modèle de croissance vers lequel on veut tendre, on met 1 à 2 milliards sur tel sujet, et ensuite l'initiative privée vient. Parce le mot de la fin avec David. Le mot de la fin, au-delà de la dépense publique, il y a aussi la question, j'en viens là, la question du pouvoir d'achat des Français, et je pense que le décalage de la taxe d'habitation mis en rapport avec l'application de la CSG va poser un vrai problème de pouvoir d'achat, et donc assez vite, je pense, un vrai problème politique. C'est pour ça que le gouvernement devrait assez vite clarifier la situation sur le calendrier d'activité. Merci. Allocation adulte handicapé. Merci beaucoup, merci tous les quatre. Merci.